Rebonjour à toutes et rebonjour à tous. On entre dans la cinquième session, cinquième bulle, cinquième tranche de notre petite conversation. Donc, nous étions, je vous le rappelle, au bout des scénarios, c'est-à-dire nous comme individus masse dans une société marchandisée, mondialisée, tertiarisée et numérisée. Que faire, à part aller chez le psy? Que faire pour ne pas être victime de la multitude des contradictions dans tous les aspects de nos vies? Eh bien, imaginer et investir une démocratie continue, c'est-à-dire qui n'accepte pas la discontinuité de la démocratie à travers le geste électoral. Démocratie continue. Il y a un professeur de sciences politiques en France, Dominique Rousseau, qui travaille ce thème de la démocratie continue depuis au moins un quart de siècle. Je vous suggère d'aller voir ses travaux. Donc, premier aspect, il nous faut une démocratie continue. Ensuite, il nous faut une démocratie approfondie. C'est quoi une démocratie approfondie? C'est que le geste démocratique, il a au moins 4 dimensions. Là, je me réfère aux travaux de Paul Ricoeur, dont j'extrapole de la lecture de ses travaux une définition de la démocratie qui est la suivante. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, traversée par des contradictions irrémédiables. Donc une société démocratique n'est pas une communauté. Elle ne s'ordonne pas à une unité qui la réconcilierait imaginairement. Elle n'est pas une communauté monastique, par exemple, avec une forte autorité du prieur, et puis de Saint-Bernard, et puis de Dieu derrière. Donc, non, une société, c'est divisée, et les sociétés modernes sont évidemment encore beaucoup plus divisées que ne l'étaient les sociétés avant, puisque nous sommes aujourd'hui divisés entre pasteurs sahéliens, planteurs de coca péruviens et dentistes flamands et sidérurgistes wallons. Ces 4 personnages imaginaires sont au bord d'une table de conversation qui s'appelle démocratie à l'échelle mondiale et dont les formes n'existent pas, mais dont nous savons aujourd'hui, nous connaissons les liens d'interdépendance entre le dentiste flamand, le sidérurgiste wallon, le pasteur sahélien et le planteur de coca bolivien, péruvien, bon, peu importe. Et donc, comment faire j'ai perdu le lien, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, comment faire pour, donc, oui, donc première étape, une démocratie continue. Deuxième étape, une démocratie approfondie, oui, la définition de Ricoeur, donc est démocratique une société qui se reconnaît divisée, traversée par des contradictions irrémédiables. Deuxièmement, est démocratique une société qui alors se donne pour finalité de traiter ces contradictions par les mots, par un travail de langage, et non pas par la violence. Donc la démocratie suppose un travail des mots, un travail de raison, un travail de discussion, et non des rapports de force physiques. Et ce travail, ce deuxième aspect de la définition se découpe comme ceci. Cette société, donc, va faire en sorte que les contradictions s'expriment, donc exprimer les contradictions. Ensuite, elle va faire en sorte que ces contradictions s'analysent, c'est-à-dire c'est le recours à la raison, le recours aux sciences sociales. Il faut savoir ce dont on parle. Ensuite, le travail de la démocratie sera un travail de délibération. Délibération, ça veut dire quoi? Ça veut dire confronter un jugement qu'on appelle positif, un jugement. Ceci est un fait, ressemble à un fait, ressemble à une vérité, et un système de valeurs. Mon désir est l'égalité, mon désir est la liberté, mon désir est une égale liberté. Vous voyez? Donc, dans une délibération, on met en œuvre un jugement de fait, ceci est un fait, Paul a progressé en mathématiques, mais un jugement de valeur, je veux que Paul se développe à l'occasion des mathématiques, et donc, en confrontant les deux, le jugement factuel et le jugement de valeur, je vais pouvoir donner une cote à Paul en mathématiques. Mais évidemment, si je ne veux pas le développement de Paul, mais simplement qu'il réplique ce qu'on lui a appris en mathématiques, jugement de valeur
de conformité. Paul connaît ou ne connaît pas, ça doit être une évaluation normative. Vous voyez qu'il y a là un conflit de valeurs entre deux manières d'évaluer Paul. Il y en a même une troisième. Est-ce que Paul pratique les mathématiques? Est-ce qu'il sait les appliquer, même s'il ne les connaît pas théoriquement? C'est un jugement formatif. Voilà trois manières de dire c'est juste. C'est juste du point de vue de la connaissance et c'est juste du point de vue de la morale. C'est ça la délibération, c'est ça la délibération d'un jury de profs et c'est ça la délibération démocratique. Tenter de reconnaître des faits et puis mettre ça en face de valeurs qui sont elles-mêmes en conflit. L'égalité et la liberté, par exemple, très classiquement. C'est là que vous voyez qu'évidemment le règne des fake news est très très perturbant. C'est que là, le socle même du travail démocratique s'évanouit puisqu'on ne sait plus de quoi on parle. Puisqu'effectivement, on dit les vérités sont relatives. Non, en démocratie, les vérités ne sont pas relatives. En démocratie, on s'efforce de reconnaître, d'éclairer par la raison, d'éclairer par le travail des sciences, que ceci serait probablement un fait. Vous voyez? Ceci est une vérité bien établie. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça? C'est autre chose. Ça, c'est de l'ordre du désir. C'est de l'ordre des valeurs. Et donc, la délibération, c'est la confrontation de ces jugements factuels et de ces jugements de valeur. Et c'est ce travail-là, expression, analyse, délibération, qui fonde l'arbitrage. Quatrième moment du travail démocratique. L'arbitrage, c'est le vote. Hein. Après avoir délibéré, on passe au vote. Et c'est comme ça qu'au Parlement, en général, on ne voit que le cinéma du vote, si vous voulez, le théâtre du vote. Mais ce qui se passe, le vrai travail parlementaire, il est en commission. Et en commission, on délibère, très souvent, vraiment, de manière patiente et raisonnée. Bien, alors si c'est ça le travail démocratique, et si on considère que l'arbitrage, on ne sait pas tout le temps le faire par assemblée générale, par référendum, on peut faire beaucoup mieux. Évidemment, la Suisse nous donne un exemple presque hebdomadaire de ce qu'est le recours très systématique à un arbitrage général du peuple. Mais enfin, c'est à mon avis pas le fin du fin. C'est intéressant, mais ce n'est pas le fin du fin. Parce que le problème d'un référendum, c'est que tout de même, il s'exprime en définitive par un oui ou par un non. Et c'est un peu court, le oui et le non. En fait, des oui si et des non parce que sont beaucoup plus vraisemblables que des oui et des non. Hein, donc, ou des non comme ceci. Bon. Et donc, approfondir la démocratie, c'est donner plus d'ampleur, partager au travail d'expression, au travail d'analyse et au travail de mise en débat. Donc, une démocratie continue et une démocratie approfondie. Alors, est-ce que ça s'appelle la démocratie participative? Non. Pourquoi? Parce que, enfin, là, je vous suggère de lire un livre merveilleux de Joëlle Zask, Z-A-S-K, qui est une philosophe française avec qui j'ai déjà eu le bonheur de travailler, qui a fait un bouquin sur la participation, mais dans lequel elle dit la participation, c'est très compliqué. En fait, c'est pas aussi simple du tout que ce que l'on pense. C'est prendre part, apporter une part et recevoir une part. Et vous allez voir, avec ces 3 chapitres, la participation devient quelque chose de très compliqué et de très exigeant, qu'elle appelle, elle, en définitive, démocratie contributive, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle on peut contribuer à l'élaboration du jugement. Bien. Et donc, démocratie continue, démocratie approfondie, démocratie contributive. Mais alors, pourquoi ce n'est pas seulement la participation ou la consultation? C'est qu'il faut être plus sérieux que ça, c'est plus que de prendre avis, et surtout, c'est considérer qu'il faut prendre les moyens d'une généralisation de la démocratie contributive. Donc il faut qu'elle soit continue, qu'elle soit approfondie, qu'elle soit généralisée. C'est-à-dire qu'on fasse appel à tout le monde. C'est-à-dire qu'on invente les formes, les procédures, pour que l'ensemble de ce qui fait la vie en commun, la vie en commun, c'est l'espace public, c'est les écoles, les hôpitaux, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'ensemble des systèmes productifs dans lesquels nous sommes engagés. Dans tous ces systèmes, il y a en fait aujourd'hui des friches humaines, c'est-à-dire une incapacité de ces systèmes à valoriser l'expérience et l'intelligence des personnes. Et donc l'idée de ces procédures, de ces droits nouveaux à inventer et à mettre en œuvre, c'est de valoriser l'expérience
la connaissance, les savoirs d'expérience des personnes dans les circonstances de l'usage, dans les circonstances du travail, comme dans les circonstances de la politique, de la citoyenneté. Alors, pour ce faire, il y a évidemment une variable essentielle qui est le temps. Si on dit il n'y a qu'à faire appel aux volontaires, hein, étant donné que nous n'avons pas le temps, étant donné que nous connaissons une autre mutation dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui s'appelle l'accélération, justement, éclairée par le philosophe allemand Hartmut Rosa, R-O-S-A, facile pour un Allemand. Et l'accélération ne nous donne évidemment pas ce temps sur un plateau. C'est pourquoi, en général, la participation est très sélective, fait appel aux gens qui ont le temps, c'est-à-dire beaucoup de vieux, et ou beaucoup de riches. Hein. Donc, dans la participation, il y a souvent des riches et des vieux, ou des vieux riches. Hein. Donc, ce n'est pas très crédible. Donc, il faut une participation beaucoup plus générale que des vieux riches. Et une participation qui, à égalité, permet de mobiliser l'expérience, la compétence, la richesse des humains. Ça suppose donc du temps et des moyens d'utiliser le temps, c'est-à-dire des revenus et des droits. Alors, pour donner une image de ce à quoi je pense qu'un droit, que j'appellerais alors créditant citoyenneté, hein, pour faire court, mais on peut appeler ça nouveau mouton magique, hein, ça m'est égal. Le créditant citoyenneté, c'est par exemple l'idée que tous les citoyens de 7 à 97 ans, et encore, on voit que Edgar Morin est très actif à 99 ans, de 7 à l'infini, donc que tous les citoyens disposent d'un jour par semaine pour investir les fonctions collectives, et qu'ils aient pour cette journée un revenu garanti et des droits sociaux garantis. Donc une réduction du temps de travail, si vous voulez, ou du temps contraint, socialisé dans la démocratie. On peut le voir comme ça aussi. Alors, il en existe des petits morceaux préfigurateurs. Il y a le congé éducation dont on parlait tout à l'heure, hein, dont l'ancêtre était les crédits d'heures, qui permet à un travailleur de se dégager du travail pour se former. Alors, se former professionnellement ou se former généralement. Il y a eu des conflits d'interprétation, mais pendant tout un temps, et peut-être encore aujourd'hui, la FOPES, par exemple, la Faculté ouverte de politique économique et sociale, co-construite par le mouvement ouvrier et l'UCN, eh bien, la FOPES pouvait bénéficier, enfin, les gens qui faisaient la FOPES pouvaient bénéficier des crédits de. Or, c'est une formation politique, économique et sociale, une formation généraliste. Ce n'est pas une formation professionnelle. Enfin, elle a été argumentée comme formation professionnelle. Soit. Donc, le congé éducation est un des ancêtres de ce truc, mais en petits morceaux. Le congé politique est un petit morceau de ça. Quand vous êtes élu conseiller communal, vous avez un petit jeton de présence. Et si vous devenez échevin, vous avez dans une bourgade moyenne ou petite une partie de votre temps qui est payée pour faire ça. D'accord ? Il existe le congé social de type syndical. Je suis élu syndical, je dispose de quelques heures par semaine. C'est une grosse entreprise, je dispose même de tout mon temps pour être délégué syndical. Hein ? Donc, congé culturel, congé politique, congé social, voilà déjà 3 congés. Il faut évidemment les rapprocher. Il existait aussi le créditant qui permettait, mais hélas, les gouvernements libéraux conservateurs les ont, je crois, quasiment supprimés. Il me semble hein, qu'il n'en existe quasiment plus aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de se retirer du marché du travail progressivement ou à temps partiel, hein, pour faire autre chose et avoir un revenu compensatoire partiel. Hein. Grosso modo, il y avait de ça dans le créditant. Il y avait surtout un créditant de fin de carrière, mais qui pouvait commencer à 55 ans et parfois plus tôt dans certains secteurs. Enfin, tout ça a été grosso modo éradiqué par les conservateurs libéraux, quels qu'ils soient et de quelque parti qu'ils fussent. Donc, congé éducation, congé social, congé culturel, créditant, congé politique. On met tout ça ensemble, on se court et on augmente. Et ça fait un congé de citoyenneté que l'on peut investir dans les associations, bien sûr, que l'on peut investir dans les services publics, que l'on peut investir dans une notion que je préfère, qui est plus vaste
qui est la notion de fonction collective. La fonction collective, elle embarque en fait et l'action associative et l'action publique, et même, d'une certaine façon, une partie de l'action marchande autour d'une grande utilité. Par exemple, la santé publique est une fonction collective. Et on voit que, certes, il y a des associations qui travaillent là-dessus. Il y a les maisons médicales, par exemple, la Fédération des maisons médicales. Il y a Question Santé, il y a Santé et Culture, etc., etc. Mais il y a aussi évidemment des services publics, il y a des hôpitaux publics, il y a des CPAS, il y a des hôpitaux privés, il y a aussi des firmes pharmaceutiques. Alors on ne va pas laisser en paix les privés, enfin, je veux dire, on ne va pas non plus les laisser en dehors de la régulation ou en dehors de notre attention. Donc, il faudra aussi investir là-dessus. Mais donc, les causes de la démocratie sont innombrables. On va prendre un exemple qui nous touche tous, c'est les écoles. Les écoles. Les écoles, en fait, sont de faibles institutions. Dans le sens, une école, c'est un peu une coquille vide. Il y a bien un pouvoir organisateur, c'est parfois la commune, lointaine, elle s'occupe en général des gouttières, des bâtiments et de quelques histoires importantes, comme le recrutement des profs, mais enfin, à l'intérieur d'un réseau, avec les contraintes, sauf quand on fonde une nouvelle école, là, on a des marges de manœuvre. Mais bon, et donc, quand le pouvoir organisateur est catholique, enfin, libre, pardon, enfin, on appelle ça libre, à ce moment-là, c'est plutôt la bourgeoisie, quoi, c'est plutôt la bourgeoisie et les curés, enfin, ce qui en reste. Et donc, quand c'est l'État, alors c'est très lointain, et la chaîne de commandement est un peu illisible. Bref, les institutions scolaires sont, à peu de choses près, des coquilles vides. C'est-à-dire qu'il y a une direction et puis il y a une équipe de personnes dont l'essentiel du travail est de travailler seul. Enfin, dans le système scolaire classique, hein, l'enseignant est très souvent seul dans une organisation à peu près vide. Je caricature, hein, et évidemment, beaucoup d'écoles inventives et progressistes ont commencé il y a déjà longtemps à considérer que le travail collectif, ensemble, coopératif des enseignants était une nécessité absolue pour conduire une école intelligente, une école soucieuse de l'égalité et soucieuse de l'émancipation et de l'épanouissement. Fernand Houry, très vieux pédagogue dans nos mémoires, inventeur de l'analyse de la pédagogie institutionnelle, eh bien, lui, il pensait qu'il était non seulement indispensable que les enseignants travaillent ensemble, mais que les enseignés travaillent ensemble. Et que donc, que les classes soient considérées comme une coopérative. Et donc, vous imaginez une école qui, aujourd'hui, serait une coopérative d'enseignants, mais aussi une coopérative d'enseignés, et pourquoi pas une coopérative de citoyens. Si possible, pas les parents, parce qu'ils sont mal pris. Quand leurs enfants sont là, ils sont pris en otage. Ce n'est pas idéal. Donc, les parents n'ont pas leur libre arbitre quand ils sont dans les écoles. Mais donc, des citoyens, des enseignants et des enseignés. Eh bien, ça, je crois que c'est une école qui peut mettre l'école à l'école d'elle-même. Ça, c'est le propos de Marcel Gauchet dans la revue Le Débat, il y a à peu près, à mon avis, 20 ou 25 ans, mais c'est un très, très bel article dans lequel il dit « L'école moderne est habitée par de telles contradictions et de telles complexités que pour qu'une école vive bien aujourd'hui, elle doit traiter de l'inconnu de ce qu'est une école et donc mettre l'école à l'école d'elle-même. » C'est joli, hein? Et donc, ben voilà, ça c'est un exemple de fonction collective qui a immensément besoin de l'investissement démocratique des enseignants, des formateurs, des enseignantes, des formatrices, des enseignés, des jeunes, des enfants, et bien sûr des citoyens, parce qu'il ne faut pas laisser un système productif entre ces seuls producteurs-utilisateurs. Il est important d'avoir un tiers, et le tiers est le citoyen, puisque l'école nous intéresse toutes et tous, à tous les titres de nos vies, ne fût-ce que parce que nous avons été enfants. Et donc nous avons une expérience de l'école. Voilà, il est de même de ce qu'on peut espérer un jour de la fonction collective logement, qui ne serait plus la juxtaposition de logements individuels, mais qui pourrait être d'une nouvelle pensée urbaine, qui intégrerait dans la vie urbaine les personnes qui aujourd'hui en sont reléguées, comme par exemple les personnes âgées en maisons de repos et de soins, ou dans les EHPAD, hein, en France,
dont on voit bien à travers la pandémie qu'ils expriment un sort difficile et un destin pas souhaitable. Donc, voilà, considérer le logement comme une fonction collective, c'est donc penser aussi l'architecture et l'urbanisme pour que nous puissions nous parler ensemble dans l'espace. Là encore, il faut un investissement des citoyens. Bref, en synthèse, dans cette dernière causerie, il me semble que nous avons la possibilité de désirer et de mettre en œuvre une démocratie approfondie et continue, et exigeante de la contribution de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions et leur âge, à condition, d'une part, qu'on en invente les moyens à travers ce que j'appelle provisoirement le mouton magique, hein, ou le crédit en citoyenneté, d'une part, et que bien sûr, chaque fois, on invente les formes qui permettent d'investir cette présence, cette contribution des citoyens dans chacune des fonctions collectives de notre vie en commun. Ceci, en fait, correspond un peu au principe du commun que Dardot et Laval, dans leur très beau bouquin « Commun » au singulier, proposent comme théorie révolutionnaire du XXIe siècle. Un dépassement de la propriété privée ou de la propriété publique comme principe d'organisation du réel par une valeur d'usage concertée collective, une contribution coopérative à la gestion de ce qui nous met ensemble. Je crois que c'est exactement ça que j'ai voulu dire dans ce scénario de démocratie approfondie. Alors, ce scénario de démocratie approfondie est un scénario qui mobilise quel droit? Il mobilise d'abord et avant tout les droits culturels, c'est-à-dire les droits relatifs à l'expression, à l'analyse et à la délibération, mais aussi à l'imagination. Et il mobilise les dimensions culturelles de l'ensemble des droits, dimension culturelle des droits civils et politiques, dimension culturelle des droits économiques et sociaux et environnementaux, dimension culturelle de tous les droits humains. Pourquoi? Ça veut dire quoi, les dimensions culturelles des droits humains? Parce que je vois la perplexité dans vos regards. Eh bien, la dimension culturelle des droits humains, je vais prendre un exemple, le droit à l'alimentation. Est-ce que vous croyez que c'est le droit à la malbouffe? Non, évidemment pas. Donc, c'est le droit à une nourriture réfléchie, à une nourriture sensée en termes sociaux, en termes environnementaux et en termes nutritifs, bien sûr. C'est-à-dire, les dimensions de réflexivité du droit à l'alimentation, ce sont des dimensions de sens, donc des dimensions culturelles. Le droit au logement, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, si on intègre là-dedans les personnes en situation de handicap, les personnes en vieillissement et en dépendance, et l'ensemble des autres personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont aujourd'hui hébergées dans des institutions unidimensionnelles, si on réintègre ces personnes dans la vie ordinaire, nous avons là le logement comme un droit à réfléchir ensemble. Les droits culturels, c'est des droits à instruire, des droits où mobiliser notre liberté de penser, notre créativité, le sens de nos expériences et de nos désirs. Voilà pourquoi cette démocratie me semble pouvoir être définie comme un régime de démocratie culturelle, de démocratie par la culture, de démocratie par la réflexion, de démocratie qui mobilise l'ensemble de nos dimensions d'imagination, de sensibilité et de réflexion raisonnée dans l'ensemble des aspects de la vie en commun. Et voilà que vive la démocratie culturelle. Je vous remercie de votre longue attention et vous souhaite de merveilleux et amples débats.